Bonjour, bonjour! J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis 1000 ans. Une vidéo FAQ. Alors j'avais déjà fait une vidéo FAQ l'année dernière qui était une vidéo très longue, 40 minutes, sur la danse sportive de manière très globale. Donc on avait abordé différents sujets. Je m'étais présentée déjà, je vous avais raconté un petit peu mon parcours. Puis on avait parlé de la danse sportive, donc les compétitions, les tenues, les entraînements, le maquillage, mais j'étais vraiment rentrée dans les détails. On avait parlé du passeport danse, on avait parlé des partenaires, enfin voilà, j'étais vraiment rentrée dans le détail. Aujourd'hui, ça va être des questions plus précises parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, je vous en remercie, ça me fait trop plaisir. Quand je vois vos commentaires, etc., je fonds vraiment. Merci. Et du coup, vous m'avez posé plein de questions parce que certains sont là depuis le début et m'ont reposé des questions. Donc merci à vous d'être là aussi depuis le début. On pense pas assez souvent à ceux qui sont là depuis longtemps. Donc bienvenue à nouveau. Merci aux anciens d'être encore là. Merci à tout le monde de m'avoir posé autant de questions. J'ai eu plein de questions différentes. Je les ai regroupées et pour que cette vidéo soit pas trop longue, j'ai vraiment essayé de réduire au maximum. Et je vais aussi réagir à moi, bébé danseuse qui fait ses premières compétitions et qui fait sa toute première FAQ finalement. On va pas du tout regarder ma FAQ l'année dernière de 41 minutes parce que c'est vraiment long. J'ai la flemme, vous avez la flemme, on se sait. Mais j'ai d'autres vidéos dans lesquelles j'avais fait des petites FAQ à la fin, pendant la conclusion. Donc écoutez, c'est parti. Prenez un plaid, des pop-corn, un chocolat chaud, même si c'est plus trop la saison, le temps il nous joue un peu des tours en ce moment. Installez-vous confortablement dans votre canapé et on y va. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. On va tout de suite commencer avec mes réactions tout simplement à mes premières FAQ. J'ai regardé ma première vidéo il y a peut-être une semaine et c'est cette vidéo qui m'a donné envie de filmer ça aujourd'hui. Écoutez, c'est parti, réagissons à moi, bébé. Je me trouve trop mignonne dans la vidéo, je parle trop bien je trouve. Par contre le montage est un peu à revoir, mais je trouve que je parle bien. Genre là quand je m'entends parler, quand je fais le montage... Bon, c'est normal, enfin je me connais, c'est la vie de tous les jours quoi, mais alors quand je me regarde d'il y a 3 ans, madame, bonjour. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Petit retour en arrière d'il y a 3 ans. Poser des questions sur Instagram pour que vous puissiez vraiment me demander toutes les questions que vous aviez par rapport à la compétition. Alors la première question c'était, est-ce que vous allez porter des paillettes? Alors, oui, oui un jour. Mais ce qui se passe c'est que dans les petites séries, donc F, E et D, on n'a pas le droit de porter des paillettes. Moi je le vois plutôt comme une consécration pour que quand enfin on arrive en C, on puisse enfin porter des paillettes, avoir des tenues libres et du coup se faire plaisir. Donc c'est dans le règlement, c'est comme ça, on n'a pas le droit pour le moment. Mais on espère très vite en porter parce que ça ajoute quand même un petit quelque chose aux tenues. Je suis toujours d'accord avec ce que je suis en train de dire. Je trouve que c'est vraiment une consécration, j'en ai jamais porté. Même quand on est en train de danser en open, donc les open c'est une compétition où toutes les séries sont mélangées, tout le monde peut participer. Et la règle qui s'applique, c'est la règle du plus fort, entre guillemets. Le plus fort, les catégories libres. Donc, les personnes qui ne sont pas dans ces catégories doivent s'adapter au plus fort et peuvent, s'ils veulent, mettre des paillettes, mettre des fracs pour les hommes, etc. C'est hyper intéressant, mais j'en ai jamais porté. Tout simplement parce que pour moi, c'était vraiment une consécration et que je voulais arriver à ma première compétition en libre avec une robe à paillettes sans jamais en avoir porté auparavant. Et ça fait quelque chose, parce que j'en ai pas encore porté sur piste, mais j'en ai essayé, j'en ai acheté une, ça fait quelque chose. D'ouvrir, de voir, d'essayer, d'avoir des strass sur ça, c'est incroyable comme sensation. Donc j'ai pas voulu gâcher ça entre guillemets évidemment, parce qu'on ne gâche pas, mais j'ai pas voulu gâcher moi, ma joie d'avoir des paillettes sur piste en portant trop tôt. J'avais très envie, on va pas se mentir, j'avais très envie d'avoir des paillettes dès ma première année, hein. Mais on se calme. Seconde question, c'était comment vous avez géré le stress et surtout est-ce que vous étiez stressé avant ou pendant? Oui, forcément, on est toujours stressé, je pense, avant une compétition. Et on a parlé à des personnes qui montent sur le parquet depuis des années et qui sont toujours stressées avant de monter dessus. C'est normal. Jusqu'à 1 heure avant la compétition, j'étais totalement zen. J'y pensais pas trop, je me disais je vais juste m'amuser, j'y vais pour le plaisir. Et les 5 minutes avant d'entrer sur le parquet, là j'ai eu une montée de stress. Mon cœur il a commencé à battre. C'est toujours le cas. C'est vraiment toujours le cas. Je vais hyper bien, je me maquille tranquille, je me coiffe, ça va, tan, tout va bien. Et on arrive à 5 minutes de notre passage. Je prends la main de mon partenaire et je suis là en mode... Ça y est, oh my god, faut y aller.
Et souvent c'est du bon stress, d'ailleurs c'est 99% du temps c'est du bon stress, donc ça me stimule, ça me motive. D'ailleurs on m'a déjà dit que je dansais mieux en compétition qu'à l'entraînement. Je pense que c'est le fait d'avoir un public, c'est le fait que enfin on produit ce pour qu'on s'entraîne depuis si longtemps, enfin on est sur piste, etc. Et il y a 1% où c'est du mauvais stress, dans le sens où ça va être mais qu'est-ce que je fais là? Genre je suis autour de gens qui sont trop bons pour moi. Ça c'était surtout au début, quand j'ai commencé les Open. Maintenant, je me dis que ces gens qui sont trop bons autour de moi me tirent vers le haut. Et ça m'aide, ça me donne une énergie, une patate de dingue sur la piste parce qu'il y a une autre énergie, c'est complètement différent. La troisième question, c'était où est-ce que j'ai acheté mes robes et est-ce qu'elles ont coûté cher? Alors, il faut savoir que toutes les robes sont faites à la main par des couturières qui sont expérimentées dans ce domaine-là parce qu'il y a des réglementations très précises à suivre. Donc, les robes coûtent assez cher, ça peut aller de 300 € à 1000, 1200, 1300 en fonction du créateur, en fonction de la marque, en fonction de la coupe, en fonction de la taille de la robe, etc. Donc là je parle pour les robes latines. Et pour les robes standards c'est légèrement plus cher parce que forcément il y a un peu plus de tissu. Donc ça peut aller pareil à peu près de 400 € jusqu'à 1500 je dirais. Ouais. Les miennes personnellement je les ai achetées sur AliExpress parce que j'avais pas envie d'investir dès le début, dès mes premières. Concernant les prix, je pense qu'on peut monter un petit peu. On est plus sur du 500-600 € pour les standards jusqu'à 1300-1400. J'en ai même vu des robes qui étaient à 1700, 1800, 2000. Et pour les robes latines, bah, j'étais assez juste. On est vraiment 300-400 pour les robes imposées. Pour les robes déjà utilisées, pour les robes qui datent ou qui sont pas très détaillées entre guillemets. Donc on peut monter jusqu'à, oui, 1000, 1100 peut-être. Mais encore, j'en ai pas vu beaucoup à 1100 € en latine. Après, ça dépend le créateur, comme je dis. Dans des robes qui m'auraient coûté beaucoup trop cher pour le budget que j'ai actuellement. C'est vrai que là aussi, je parle du budget que j'avais en F. Je trouve que quand on commence la compétition, on n'est pas du tout obligé d'investir des milliers des cents dans des robes, dans des chaussures, dans des tenues. Ça sert à rien. Enfin, ça sert pour soi. C'est toujours un plaisir de danser dans une jolie robe. Ça, c'est sûr, on va pas se mentir. Mais ça sert à rien de vouloir tout de suite acheter des robes à strass, de vouloir tout de suite avoir les plus belles robes de la piste. De toute façon, on va les changer au bout d'un an. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Après voilà, AliExpress c'est très très bien pour commencer. Et sinon il y a beaucoup de créateurs qui font des robes sur mesure. J'ai investi quand je suis arrivée en E parce que j'avais envie d'avoir des robes un peu plus jolies, que mes robes de F commençaient un peu à me lasser. Mais c'est pas du tout obligatoire. Et rester sur des robes basiques c'est très bien. Il y en a même qui achètent des tenues d'entraînement un peu jolies et qui sortent avec sur piste. Et c'est ok, c'est largement ok. C'était une journée formidable. C'était notre première vraie compétition du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Les souvenirs. Aïe aïe aïe. Non, c'était très sympa. Ce qui était le plus intéressant, c'est surtout qu'on pensait danser seul dans notre catégorie. Ouais. Donc là, on s'est retrouvé à danser avec quelqu'un. Voilà, tous les 9, on a gagné une coupe. D'ailleurs, on est vraiment trop contents. Oh my god, j'étais tellement contente. C'est vrai que c'était notre première compétition officielle. Il y avait Damartin, il y a eu la Saphir Cup et tout. Avec PA, mon tout premier partenaire, pour ceux qui sont là depuis longtemps, bah, vous l'avez connu. Incroyable PA. Ça me rappelle énormément de souvenirs, c'était vraiment une très très bonne compétition, on était hyper contents de danser avec quelqu'un d'autre parce que je le rappelle, à l'époque, quand j'étais en F, on était seuls dans notre série, seuls dans notre catégorie, on dansait tout seul sur piste, donc forcément on gagnait. Aucun challenge, on était trop deg, donc oui on se produisait sur piste, mais franchement on était trop deg. Donc le fait que là on danse contre quelqu'un alors qu'en plus on s'y attendait pas, c'était trop bien. Parce qu'il y a d'autres très jolies compétitions qui arrivent, il y a la Saphir Cup. J'ai vraiment hâte de vous montrer ces... Depuis le début, la Saphir Cup, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc j'ai très hâte. Une petite question sur Instagram pour toi, PA. Oui, l'année. Ça fait très présentateur journal. Comment tu te prépares avant une compétition? Alors, je me prépare un peu comme un mec danseur, donc je peux mettre beaucoup moins d'artifices que les nanas. J'ai pas de maquillage, j'ai pas de tanne, etc. Mais je me fais au moins les cheveux, le fameux casque cheveux pour éviter que ça bouge de partout. C'est tout dur. Et je suis quelqu'un avec naturellement une barbe très volumineuse, donc en fait quand je me rase, on voit toujours des traces un peu noires, je mets du fond de teint pour stabiliser tout ça, pour pas trop de rougeur. Rien d'autre après, il s'habille, il met son petit nœud papillon en standard et on est parti sur la piste de danse. C'est vrai que les hommes ils ont beaucoup moins d'artifices, c'est beaucoup plus simple entre guillemets de les préparer, surtout en compétition d'imposer. Dans les premières séries, donc FED, débutant intermédiaire, vu que ça a changé de nom maintenant. Donc PA, tout simplement, il ne se tannait pas, il avait juste un peu de fond de teint à mettre et sa coiffure à faire. Coiffure qu'il faisait hyper bien d'ailleurs. J'étais trop fière de lui, genre j'étais là, t'as appris tout seul, il y a personne qui t'a montré, il a regardé un tuto YouTube et c'était basta, genre il faisait ses plus belles coiffures à chaque fois. Et moi j'étais là avec mon maquillage en mode ah, attends, je galère. Les personnes qui sont venues me voir en face à face pour me dire qu'elles aimaient bien mes vidéos, vous imaginez pas à quel point ça me fait
méga plaisir de savoir ça et que vous veniez me le dire en face. Déjà, j'adore lire vos commentaires ou vos messages en me disant que mes vidéos vous aident beaucoup, que ça vous fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vous partage tout ça, etc. Mais alors en face à face, j'étais hyper touchée. Bon, c'est déjà la fin. J'en avais pas fait des 1000 et des 100 non plus, mais ça m'a fait trop plaisir de me revoir. J'ai préparé toutes mes petites questions sur mon ordinateur et on va commencer tout de suite avec la première question. Ça concerne les tenues, donc où acheter les tenues de danse, quel site, quelle marque, etc. Pour les tenues de danse en compétition, je parlerai des tenues d'entraînement juste après, il y a plein de manières de trouver sa tenue. C'est compliqué parce que il y en a plein, faut savoir son style, faut savoir sa couleur, faut que ça nous plaise, faut que ça plaise au coach, etc. Mais il y a quand même des tips à avoir, notamment basiques, hein. Connaître sa morphologie et surtout connaître ce qu'il y a sur piste pour pouvoir aller, en tout cas c'est ma technique, à l'encontre. Si tout le monde a du rouge sur piste, je vais pas acheter une robe rouge. Mes premières tenues de danse, comme je l'ai dit dans la FAQ que j'ai faite il y a 3 ans, je les avais achetées sur AliExpress. J'avais une robe de latine bleu roi, bleu marine et une robe de standard violette. Elle m'avait coûté, alors je crois au total, ça m'avait fait 100 €, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment pas cher, elles ont tenu 1 an, elles étaient de bonne qualité. Franchement, ça faisait le taf, c'était très cool. Sachant qu'on peut aussi trouver des robes strassées sur AliExpress. Alors AliExpress, ça je le dis tout le temps, il faut fouiller, faut chercher. Parce que, waouh, c'est un monde AliExpress, hein, punaise, il y en a un. Ça reste un site chinois, c'est pas forcément... Sinon, vous pouvez vous diriger vers les créateurs français ou étrangers. Sinon, les créateurs français que je peux vous recommander, c'est Chorus Création. Elle est adorable, c'est une créatrice qui a énormément de talent. C'est celle qui m'a fait ma robe de latine bleue que j'ai actuellement. Elle est magnifique, je ne regrette pas du tout l'achat, je ne regrette pas du tout la confiance que j'ai pu donner. On a aussi Ballerina Création, Astra et Couture, Lisea Atelier, qui est d'ailleurs la mère des Blois, donc Elsa, Lilou et Alizé. On a VSV, on a Delage, il y a aussi Vesa, Paola Georges, Abraham Martinez, enfin voilà, il y a vraiment énormément de créateurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce que vous pouvez faire quand vous savez vraiment pas vers qui vous tournez, vous allez dans une compétition et vous regardez sur le côté des robes, il y a toujours le logo qui est cousu sur la robe, le logo de la créatrice ou du créateur. Sinon, ce que je peux vous recommander, c'est de vous mettre sur un groupe Facebook de revente de robes. Et comme ça, soit contacter directement la personne qui vend la robe qui vous plaît, soit vous regardez la marque, vous regardez le créateur et vous allez le suivre pour voir s'il y a d'autres robes à vendre ou si vous en voulez une sur mesure. Ou alors, vous allez sur Instagram, il y a aussi des pages spécialisées qui revendent des robes. Vous allez avoir des pages où il y a 40 robes à vendre, avec dans la description toujours la taille, peut-être l'âge. En général, ils le précisent pour les youth et les juniors parce que c'est pas les mêmes réglementations. Mais en tout cas, pour tout ce qui est adulte, fouiller, faut dénicher la perle rare. Pour trouver ma nouvelle robe de latine que je vais porter l'année prochaine, j'ai peut-être mis 3 ou 4 mois de fouille. Donc il y a des fois où je regardais juste comme ça rapidement sur mon téléphone dans les transports, mais il y a des fois où je passais des soirées à chercher, je tapais des noms sur internet, enfin vraiment, faut fouiller quoi. Pour ce qui est des tenues d'entraînement, alors j'ai plusieurs sites à vous recommander. AliExpress, ça fait l'affaire. Les vêtements de danse basiques aussi, ou les vêtements de sport, Décathlon. En revanche, si vous voulez une tenue spécifique, parce qu'on est mieux dedans, on se sent plus joli, on danse mieux, vous pouvez aller sur le site de Zim. Je vais vous faire une vidéo où je ferai un haul de mes tenues, où je vous mettrai toutes les photos de mes tenues d'entraînement et de mes tenues de piste, mes chaussures, mes accessoires, mon maquillage, etc. Donc à ce moment-là, je pourrais vous montrer un peu plus en détail Zim, parce que j'en ai pas mal. Sinon, il y a aussi Astra et Couture. Elle fait des tenues de compétition, mais aussi des tenues d'entraînement. Il y a aussi Acapulco Paradiso, Duo Style, etc. qui ont des boutiques en propre, dans lesquelles vous pouvez aller sur Paris. Si jamais vous habitez sur Paris, c'est hyper pratique. Puis ça permet quand même de se rendre compte, d'essayer la tenue, de voir qu'en fait ça nous va pas, de voir qu'en fait on n'aime pas du tout la forme, etc. Et grosso modo, tous les créateurs que je vous ai cités juste avant font des tenues de compétition et des tenues d'entraînement. Ensuite, on m'a demandé, que penses-tu du jugement en compétition? Alors, là on arrive sur un sujet, mes petits potes. On va s'installer confortablement. Le jugement en compétition, c'est souvent, à tort ou à raison, politisé. C'est un monde, la danse sportive, qui est, je trouve, assez politique. C'est un constat, de ma part. C'est pas forcément un fait véridique, avéré, mais en tout cas, c'est un constat qu'il y a certaines fois, on sent un petit peu de favoritisme dans les compétitions. C'est pas toutes les compétitions, ce ne sont pas tous les coachs, tous les juges, mais il y a certaines fois où il y a des résultats qui sont pas du tout cohérents. Je suis d'accord qu'on peut danser un peu moins bien que d'habitude, on peut être un peu moins en forme, ou alors on s'est un peu moins entraîné, ou le couple d'à côté s'est plus entraîné, etc. Il n'y a pas de souci, c'est les goûts et les couleurs encore une fois. Chacun progresse, c'est pas parce que nous on progresse que les autres arrêtent de progresser, etc. Mais il y a certaines compétitions où on sent qu'il y a des juges qui font passer leur couple en priorité
parce qu'ils sont dans leur école, parce qu'ils les voient toutes les semaines et qu'ils ont envie de les faire passer en finale, à défaut de faire passer en finale le couple qui potentiellement est meilleur techniquement et ou artistiquement. Ça c'est mon avis sur le jugement en compétition. Après il y a des juges qui sont très impartials. Je pense notamment à un de mes coachs qui, quand il nous voit en compète, il nous note comme si on était un couple inconnu à ses yeux. Et c'est très bien. Je ne veux pas qu'on me fasse de favoritisme. Il y en a qui aiment, tant mieux pour eux. Personnellement ça ne m'attire pas du tout. Si je gagne c'est parce que je l'ai mérité, c'est parce que j'ai travaillé et que j'ai été meilleure que les autres. Donc ça c'était pour la partie un peu subjective. Objectivement, le jugement en compétition, donc là je vais parler des notes, ce qu'on appelle les marques, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué quand tu débutes, quand tu débarques dans la danse sportive, tu mets 15 ans à capter. C'est en partie pour ça qu'on n'est pas encore aux Jeux Olympiques, c'est parce que le jugement, le classement est trop difficile à comprendre pour les personnes extérieures. Donc on a 4 points techniques, j'avais détaillé le tout dans ma vidéo FAQ de l'année dernière. Il y a la musique, il y a la chorégraphie, il y a le partnering, comment on est avec son partenaire, et la technique. Si on note ces 4 critères-là, il y a des sous-critères évidemment, mais ça rend la chose un peu moins compliquée à comprendre pour les autres. Et quand on aura cette manière de noter partout, dans tout le monde, mais même dans les toutes petites compétitions, là on pourra peut-être dire « nous aussi on veut aller au JO ». Mais en attendant, c'est hyper compliqué. Je veux dire, il y a des fois où on comprend pas, c'est tellement subjectif. Bah lui il a mieux dansé, ah oui mais je trouve que eux ils avaient plus d'énergie, oui mais sa chorégraphie à elle est incroyable. Oui, c'est vraiment subjectif. La question suivante, c'était « Tu t'entraînes combien de fois par semaine et combien de temps ?» Alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur un entraînement pré-compétition. J'avais vlogué toute une semaine et même 2 semaines juste avant une compétition qu'on avait eue en janvier pour vous montrer comment je m'entraînais, quels cours je prenais, etc. Donc, je vous invite à aller la voir. Mais je vais quand même le redire ici parce que c'est vrai que c'est important. Je trouve que malheureusement, tous les profs, tous les coachs ne nous donnent pas toutes les clés pour avoir un entraînement idéal. Chaque personne est différente, chaque personne a besoin de s'entraîner différemment. Par exemple, je n'ai pas besoin de me chauffer beaucoup avant de m'entraîner. Avant d'entrer sur piste en compétition, un peu plus quand même, on est en compétition, faut être sérieux, mais avant un entraînement, pas tellement. Mon corps est déjà chaud, je bouge toute la journée, je danse toute la journée, toute la semaine, donc ça va, je suis mobile. Il y en a d'autres, il va falloir qu'ils s'échauffent beaucoup plus. Faut faire avec son corps. Moi, je vais pas vous donner des clés de faites comme moi, je vais vous donner des clés de adapter votre entraînement selon vos besoins. Et je trouve que les profs devraient nous donner des clés, mais dès le début. Ils devraient faire un cours sur comment construire un vrai entraînement. Donc, comment je construis mes entraînements? Ce que je fais, c'est que quand on arrive, j'aime arriver un petit peu en avance. Par exemple, si j'ai entraînement à 19h, j'arrive vers 18h45, 50 pour avoir le temps de me changer et être à 19h sur la piste. Donc moi, je m'entraîne le lundi, le jeudi, le vendredi une semaine sur 2 et le samedi matin. Quoique le samedi matin, c'est juste avant notre cours particulier, du coup c'est plutôt un échauffement pour réveiller le corps et pas arriver devant le coach comme ça, plutôt qu'un vrai entraînement. Mais ça reste quand même 1 heure avec Baptiste, 1 heure tous les 2. J'appelle ça un entraînement. Donc je m'entraîne 3-4 fois par semaine, ça dépend des semaines. Et les cours que je prends, ça va être le mardi soir, de temps en temps, j'y vais pas toutes les semaines parce que c'est un petit peu loin, mais c'est un cours collectif de latine. Le vendredi soir, 1 semaine sur 2, et les cours particuliers le samedi matin avec notre coach. Donc en gros, si vraiment je vais à tous les cours et à tous les entraînements, je peux danser, si c'est la bonne semaine et qu'il y a cours tout le temps, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et si on est très motivé, le dimanche. On est pas mal. On est pas mal. Encore une fois, c'est pas obligatoire, c'est parce qu'on a le temps, c'est parce qu'on s'est libéré du temps avec mon partenaire, c'est parce qu'on a défini ça comme ça, et des fois ça arrive qu'il y ait des entraînements qui sautent. Il a trop de boulot, il est retenu au travail, ou alors moi je suis malade comme un chien, et ça arrive, et en vrai c'est ok, ça sert à rien d'aller à un entraînement où on va danser 10 minutes et se regarder dans le blanc des yeux pendant 1h40. Ça sert à rien. Mais sinon, comment structurer un entraînement? Moi, faut savoir que mes entraînements, une fois que je suis devant le miroir, je m'échauffe quand même, et après je révise mes pas de base. En général, quand on s'entraîne, on a 2 heures, donc on fait soit 1 heure latine, 1 heure standard, soit si on a vraiment beaucoup de points à travailler, on prend 2 danses, par exemple en latine, et on les travaille pendant 2 heures. On va commencer par travailler chacun de son côté. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a acquis récemment. Avant, on s'entraînait direct à 2 avec mes anciens partenaires, mais là, avec Baptiste, on s'entraînait à 2 aussi dès le départ, puis on s'est dit qu'en fait, on avait besoin de travailler seul aussi. Donc on révise nos chorégraphies, on fait des pas de base, on fait des marches, peu importe. Qui est là, mon coach, il m'a dit de travailler mes pieds. Je sais que si je le fais tout de suite en musique avec Baptiste, je vais pas avoir le temps de penser à mes pieds, donc je vais refaire toute ma chorégraphie toute seule en pensant uniquement à mes pieds. C'est aussi là où on voit si le reste a été acquis ou pas, parce que quand on se focus sur un point, on se rend compte que, par exemple, la posture elle lâche complètement, quand on se retrouve comme ça veut dire que la posture n'est pas
totalement maîtriser. Une fois qu'on a révisé chacun de notre côté ce qu'on avait à réviser, on fait le point technique qu'on veut travailler ensemble. Ça peut être une partie de la chorégraphie, ça peut être la chorégraphie entière, ça peut être le pas de base. On travaille ensemble, tous les deux, lentement, sans musique. Ensuite, ça dépend. Soit on se dit, bon, on le met en musique, on voit ce que ça donne. Mais alors là, c'est la panique à bord, mais on le fait, advienne que pourra. Soit on le travaille de plus en plus vite, etc. Je sais qu'à un moment, on avait travaillé au lockstep. On y avait passé mais des heures, les lockstep, mais c'est tellement long. Donc voilà, on avait commencé par les travailler tout seul, après on les avait travaillés à deux lentement, après on les avait incorporés dans notre chorégraphie, donc on a pris tous les locksteps de la Corée, c'est-à-dire en fait quasiment toute la Corée, puisque dans mon cha-cha j'ai quasi que ça, et on avait travaillé lentement, puis lentement en musique, puis en musique rapide, etc. Et maintenant ça va un peu mieux. Mais régulièrement on refait des points. Ok, là il y a 3 mois on a travaillé les locksteps, entre temps on est passé à autre chose, on devrait peut-être revoir nos locksteps. Pareil en standard, c'est exactement la même chose, c'est juste que je trouve que c'est plus facile à détailler en latine. Et après, on essaye de faire une finale ou deux pour essayer soit d'activer le cardio, soit s'il y a une compétition qui approche, bah essayer de performer. On oublie la technique, on met le cerveau sur off et on danse. On danse, on danse, on danse. On va vers l'extérieur, on essaye de faire des mouvements de corps, de faire des beaux visages, voilà, on danse. Ensuite, on m'a demandé de détailler les cours que je prenais. Alors les cours que je prends, comme je vous l'ai dit, ça dépend des semaines, ça dépend de mon état, parce qu'il y en a qui sont à perpète les olivettes. Mais sinon, le mardi soir, il y a un cours collectif de latine avancée. Ça veut dire que c'est pour les compétiteurs qui sont déjà en avancée. On a pu l'intégrer cette année parce que notre prof considérait qu'on avait le niveau pour prendre quelques petites informations. Pas tout évidemment vu que c'était pas notre niveau, mais au moins ça nous a tiré vers le haut, c'était trop bien. Le jeudi il y a la même chose pour les standards, c'est aussi hyper loin et on n'y a été qu'une seule fois, mais je vous avoue que c'est dans un gymnase qui est pas chauffé, alors l'hiver, il faut être motivé. Sinon on a le vendredi soir, c'est à Nation, c'est là où je m'entraîne habituellement avec mon partenaire. C'est là où on va tout le temps. Et c'est une semaine sur 2, c'est pas niveau avancé, c'est niveau débutant intermédiaire. Mais en général, notre coach, il s'adapte à qui il y a dans la salle et ce qu'il est en train de voir en ce moment. Si en cours particulier, il y a 2 semaines, il nous a fait travailler la musicalité, il y a de fortes chances que le vendredi, on voit la musicalité. Mais il s'adapte à ses compétiteurs parce qu'il y a pas mal de débutants et d'intermédiaires dans notre club, donc c'est trop bien parce qu'on se tire un peu tous vers le haut. Et surtout, nous qui sommes plus des intermédiaires sur la fin, parce que ça fait 3 ans qu'on est là, ça nous permet de revoir des bases, ou en tout cas de peut-être... Ah mais c'est vrai, il me l'avait dit ça il y a 3 semaines, j'avais complètement oublié. Bah, ça nous permet de le revoir. Et eux, les débutants, ou en tout cas les bébés intermédiaires, ça leur permet de... Ok, ça c'est un concept, je peux pas prendre toutes les informations, mais en tout cas, ça va travailler là-haut. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Et quand il n'y a pas cours à Nation, vu que c'est une semaine sur 2, j'essaye d'aller jusqu'à Maison Lafitte pour, pareil, un cours compétiteur intermédiaire avancé, uniquement en latine cette fois, parce que tout dans le club, on a énormément de solos latines, donc c'est un bon endroit pour faire que des latines, au moins on est sûr d'avoir de bonnes bases en latine. Ensuite, on m'a demandé combien de temps je passais à m'entraîner sur des musiques plus lentes. C'est très récemment que j'ai commencé à m'entraîner sur des musiques lentes qui accéléraient et qui arrivaient à une musique normale, parce qu'avant, je m'entraînais sans musique. Il y a toujours une musique de fond dans mes entraînements, juste pour pas me sentir trop toute seule, mais je m'entraînais juste en rythme lent. Même si la musique elle va à 180 BPM, bah moi j'étais à 30. Voilà, un escargot la meuf. Donc ce que je fais en général, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que je révise très lentement en décomposant tous les mouvements dans mon corps, juste pour retrouver les sensations que j'ai eues pendant le cours collectif ou particulier, me rappeler de ce que mon coach a dit, etc. Après, je mets en pratique avec mon partenaire juste pour avoir la connexion et peut-être que c'est un mouvement où j'ai besoin, un overturn, donc j'ai besoin de lui, etc. Et récemment, quand on a commencé à s'entraîner sur des musiques lentes, ce qu'on fait par exemple pour le cha-cha, c'est qu'on met une rumba. Parce que j'ai pas de logiciel sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, pas de logiciel à l'entraînement pour ralentir les musiques. Mes profs en ont, mais moi j'en ai pas. Mais c'est hyper important, et j'insiste vraiment sur ce point, je l'ai compris, je pense, un peu trop tard. C'est hyper important de travailler lentement. Ça permet d'acquérir toutes les bases, de faire comprendre au corps et au cerveau comment ça fonctionne. Il se peut qu'on voit quelque chose au cours particulier, 2 semaines après on a une compétition, ça va pas sortir. Ou alors ça va pas sortir à 100%. Et c'est ok. Il y a certaines choses qui peuvent mettre des mois à arriver. Moi, je suis en train de travailler quelque chose là, mon coach il m'a dit ça va à l'encontre de ta nature, ça va à l'encontre de comment tu es physiquement, donc ça va être très long à travailler. Tu peux y arriver, mais ça va être très long. Ça va prendre plusieurs mois. Donc prenez l'habitude de travailler lentement toutes vos chorégraphies. Même les chorégraphies qui sont lentes. La rumba, on sous-estime trop la rumba, ça va vite une rumba en fait. La question suivante, je l'ai trouvée hyper intéressante, c'était comment apprendre de nouvelles chorégraphies. L'apprentissage, la maîtrise, le perfectionnement, les doutes, etc. Alors, moi j'ai la chance d'avoir des profs qui sont
hyper pédagogues sur l'apprentissage des chorégraphies. J'ai l'impression qu'ils se sont toujours hyper bien adaptés à moi, à comment j'apprends. L'apprentissage d'une nouvelle chorégraphie, c'est à surtout pas sous-estimer, parce que c'est ça qui va tout simplement déterminer comment on va s'en sortir après dans la choré. Parce que si on va trop vite dans l'apprentissage, bah après on risque d'oublier des détails, de pas se souvenir ce que le prof a dit. Et, ça veut dire reprendre un cours particulier avec lui, repayer je sais pas combien d'argent pour revoir les mêmes choses quoi. Non. Donc, quand j'apprends une nouvelle chorégraphie, ce que je fais quand je suis en cours, c'est que je la répète, je la fais, je la refais. Même quand le prof est en train d'expliquer à mon partenaire quelque chose, moi je refais mes pas de mon côté. Comme ça, si j'ai un doute, si j'ai oublié, il est là. En fait, il faut surtout pas hésiter. Évidemment, j'apprends rien à personne. Il faut faire et refaire. Seul et en couple. Parce qu'on fait de la danse de couple. Donc la connexion, elle a une part hyper importante à certains moments qu'il faut surtout pas négliger. Ensuite, évidemment, il faut maîtriser la chorégraphie. Donc pour maîtriser la chorégraphie, pour l'avoir vraiment dans le corps, je trouve que c'est hyper important de laisser le temps au corps et au cerveau d'intégrer les informations. Donc une fois que j'ai quitté le cours, soit je reste un petit peu avec mon partenaire pour m'entraîner, pour revoir les détails de la chorégraphie. Si on fait cet entraînement ou pas, moi je veux quand même me prendre un temps après pour laisser mon corps. Je fais autre chose. Je laisse mon corps totalement faire autre chose. Je sais pas, je vais au restaurant, je rentre chez moi, je fais une vidéo YouTube, je vais voir des amis. Vous faites autre chose, vous ne pensez pas à la choré. Votre corps va intégrer les choses. Si vraiment c'est une technique qui peut pas fonctionner sur vous parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas une bonne mémoire, déjà la mémoire ça se travaille, vous sautez cette étape et vous passez directement à l'étape d'après, re-regardez la vidéo parce que forcément le prof vous a filmé ou en tout cas s'est fait filmer, retravaillez la chorégraphie, même chez soi, ou visionner. J'utilise énormément le visionnage pour apprendre des chorégraphies, un petit peu moins en danse sportive parce que j'ai des facilités d'apprentissage, mais en tout cas en jazz, en contemporain, etc. Pour maîtriser la chorégraphie, tout simplement, faut la faire, la refaire très lentement. Faut pas négliger non plus la musique parce que il y a des détails dans la chorégraphie que le prof a construit pour que ce soit musical. Je pense notamment au passo doble, parce que le passo doble c'est phrasé, on est obligé de construire nos chorégraphies en fonction de la musique. Contrairement aux autres danses où là, peu importe, ça va quand même tomber sur le rythme. Donc, faites-les en musique. Ensuite, pour ce qui est du perfectionnement de la danse. Alors, moi je regarde énormément de vidéos pour essayer soit de repérer un pas que j'ai dans ma chorégraphie et je peux copier sur la danseuse pour faire comme elle, les bras, la tête, les jambes, je sais pas. Soit j'improvise. Alors ça s'applique un peu plus aux latines évidemment parce qu'on est beaucoup plus libre, beaucoup plus lâché. Donc par exemple je fais un check, j'ouvre mon bras et je me dis oh là là, mon bras là, c'est moche, j'en ai marre. Bah je vais les regarder, soit les autres filles, soit je vais chercher en mode si je le mets là, non, ah peut-être, est-ce que comme ça la main, je cherche et je me regarde dans le miroir et je demande à mon partenaire. Et une fois que j'aime à peu près ce que je fais, je vais voir mon coach. Et le coach aussi peut prendre le relais, c'est pas à vous d'habiller toute la chorégraphie. C'est tout le temps de la recherche, c'est constant, c'est toujours de la recherche de s'améliorer soi artistiquement. Parce que la maîtriser techniquement, ça va être les cours particuliers, c'est le coach qui va vous dire, il n'y a pas de débat. Mais l'artistique, ça se travaille. Et quand on arrive en libre, tout bébé libre, on n'a pas forcément toutes les images en tête, on connaît pas. Nous, on vient de l'imposer, on se tient comme ça pendant un quart d'heure. Attends, comment ça, je dois mettre mes bras comme ça et pas comme ça? Enfin, tu vois? N'hésitez pas à demander à vos coachs et à regarder des vidéos. Franchement, moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Attention, par contre, quand vous copiez, sachez que quand vous regardez une vidéo, la personne maîtrise. Elle maîtrise ce qu'elle fait et elle a déjà toutes les bases. Elle a déjà la posture. Donc si par exemple, dans un check, elle se baisse comme ça vers le bas, bam! Si vous le faites, mais que vous n'avez pas la posture, vous allez quasimodo. Donc attention, faut quand même faire valider par le coach les nouveaux trucs qu'on fait. Ou alors vous le faites pas valider, vous essayez en compétition, vous vous pétez la gueule et vous allez bien voir ce qui se passe. Hein. C'est ce que j'ai fait une fois, voilà. Je parle par expérience. La dernière partie de cette question, c'était le doute. Alors, je ne ressens jamais de doute dans mes chorégraphies, parce que si elles ont été écrites par mon coach, si elles ont été construites comme ça, qui suis-je pour douter? En revanche, là où je ressens du doute, c'est sur moi. Est-ce que je suis capable d'exécuter le pas techniquement? Est-ce que je suis capable de le faire pour qu'il soit beau? Est-ce que je suis capable juste, en fait, de danser? Il y a des jours où je me pose vraiment la question. Dans ce cas-là, je me prends un temps pour moi et je réfléchis déjà d'où je viens, d'où je pars. C'est important de se remémorer d'où on vient parce qu'en F, on n'a pas le même niveau qu'en D. C'est important aussi de regarder ses anciennes vidéos. J'ai énormément de mal à me regarder en vidéo parce que je vais toujours trouver un truc à critiquer. Même quand je me dis, je me regarde d'un point de vue extérieur juste pour voir ce que ça rend artistiquement par exemple, je vais regarder mes pieds, je vais pleurer.
Donc, je regarde pas mes vidéos. Je regarde très très peu mes vidéos. Je sais, c'est pas bien. Regardez vos vidéos parce que ça aide de fou à progresser. Mais du coup, moi, c'est mon partenaire qui les regarde et qui me dit ce qu'il y a à faire. Et je le crois. En revanche, je regarde mes vidéos d'il y a 2-3 ans et je vois la progression. Et bah là, il n'y a pas photo. J'ai progressé. Ça veut dire que je suis encore capable de progresser. Donc pourquoi je doute maintenant ? Après, ça arrive à tout le monde de douter, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Ça fait aussi partie du processus. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on y va quand même. Je préfère aller à l'entraînement, mettre mes talons et m'entraîner, même si c'est pas fameux, plutôt que de rester chez moi à me morfondre. Heureusement que je fais pas une sieste, hein. Avec Baptiste, ça nous arrive d'avoir des entraînements où on ressort, on est comme ça. C'était pas fameux, on a réussi à rien passer, on n'était pas dans nos basques. Ça arrive, hein. Et là tu doutes, hein. Faut persévérer. On lâche rien, on y va. Rome ne s'est pas construite en un jour. Ensuite, on m'a demandé de parler, de détailler les contenus des chorégraphies et en même temps le coaching qu'on pouvait recevoir. Le contenu des chorégraphies, il est déterminé par le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, il y a des pas imposés en F, en E, en D. En libre, on a le droit à tout, en grosso modo, on fait un peu ce qu'on veut. Mais il y a quand même des pas techniques, notamment en rumba, en cha-cha, il y a le fan, va y avoir l'American spin en jive, va y avoir le tour à droite en valse, etc. C'est des pas de base qu'on maîtrise et qu'on peut placer dans nos chorégraphies à n'importe quel moment, que ce soit en imposé ou en libre. Et c'est le prof qui va décider de les agencer d'une manière ou d'une autre. Et ça peut évoluer. Par exemple, mon coach, il est friand de « je crée la chorégraphie, je la regarde sur vous et ça ne rend pas comme je l'avais imaginé ». Il s'adapte. Donc il va peut-être modifier un élément. S'il voit qu'on maîtrise pas tel ou tel pas ou qu'au contraire on maîtrise hyper bien, il va s'adapter, il va changer, il va faire évoluer la chorégraphie. La prochaine question, c'est « que penses-tu des danseurs qui ne viennent pas du monde de la danse sportive et qui font Danse avec les stars ?» Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui étaient là, ou pour les nouveaux qui ont rejoint En cours de route grâce à ces vidéos, je viens de sortir une dizaine de vidéos sur Danse avec les stars saison 13 et Danse avec les stars d'internet. Il y a beaucoup de personnes dans le casting, des danseurs professionnels de Danse avec les stars, qui ne viennent pas du monde de la danse sportive. Et dans l'émission Qui dansera avec les stars, qui permet de trouver le nouveau professionnel qui rejoindra l'émission en tant que danseur pro, beaucoup ne venaient pas du tout du monde de la danse sportive. Ma vidéo de ma participation à Qui dansera avec les stars est juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Grosso modo, moi ce que j'en pense, c'est que c'est un peu mitigé mon avis. C'est bien parce que du coup ça ouvre le monde, on va pas faire que de la danse sportive, il y a du contemporain, il y a du Bollywood, il y a du jazz Broadway, il y a du freestyle, c'est très bien. Mais les personnes qui ne viennent pas du monde de la danse sportive vont avoir beaucoup plus de difficultés à enseigner des pas de danse sportive à des débutants. C'est normal, je ne peux pas enseigner le Bollywood, je ne viens pas du Bollywood. Ça tombe sous le sens. Donc certaines fois, on a des prestations où la danseuse ou le danseur professionnel ne maîtrise pas la technique ou l'essence de la danse demandée. Par exemple, en samba, il faut du bounce, il faut des hanches. Quand le danseur ou la danseuse pro ne maîtrise pas, moi je suis désolée, c'est pas possible. Si on te prend sur Danse avec les stars, c'est que t'as le niveau. Je ne remets pas du tout ça en question, c'est que t'es bon en prof, c'est que t'es bon danseur, etc. Mais continue de te former entre chaque saison, parce qu'il y a des fois, les compétiteurs intermédiaires, donc mon niveau, ont un meilleur niveau technique que les danseurs professionnels de Dals qui ne viennent pas de la danse sportive. Et en plus, quand tu prends quelqu'un de danse sportive pour une émission de danse sportive, c'est nickel. Tu donnes de l'argent, tu donnes un métier, tu donnes un travail à ceux qui sont là pour ça. Quand tu prends quelqu'un qui ne vient pas de la danse sportive, mais que derrière tu as 100 candidats qui eux venaient de la danse sportive, qui sont recalés, qui n'ont pas de travail. En France, il n'y a pas de travail dans la danse sportive. Le seul travail qu'on peut avoir, c'est Danse avec les stars, ou Dépendance, ou Alors on danse. C'est-à-dire les deux troupes créées par des danseurs de Danse avec les stars. Donc quand tu prends quelqu'un qui prend la place d'une personne qui a travaillé toute sa vie dans la danse sportive et qui on lui voit refuser un job, ça fait un peu chier. Oui, on cherche à se diversifier, non, mais tu retires le pain de la bouche à quelqu'un qui a travaillé pour ça et dont Dals est la seule manière d'être rémunéré pour ce qu'il fait et ce qu'il aime faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je dis pas que les autres qui viennent du Hills, du classique, du jazz, du contemporain, du freestyle, du Bollywood ou quoi, ne méritent pas d'être sur Danse avec les stars, mais il y a un juste milieu à avoir. Là, c'était trop obvious pour moi, mais franchement, j'ai tout résumé dans ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, on m'a demandé quand est-ce que c'était ma prochaine compétition, notamment en C, et est-ce que j'allais vlogger. Alors ça, la question ne se pose pas, évidemment que je vais vlogger. Attends, tu crois quoi?
Je n'ai pas de date précise à vous donner pour ma prochaine compétition, qui sera, je l'espère, ma première compétition en C, en libre, en avancé, parce que maintenant les termes ont changé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, on l'a même pas dit sur Insta, mais mon danseur s'est blessé, rien de grave, ça va, il marche, il court. Il danse pas encore, donc on a dû mettre en pause nos entraînements pendant 2 mois. C'est aussi pour ça que j'étais pas à la compétition de Cergy, ni à la compétition de la ville, et que je ne serai pas à la compétition du Vésinet. On va essayer de faire les critériums, mais même ça encore c'est un peu flou. Ce qui se passe, c'est que c'était la fin de notre année en D, en intermédiaire, et l'année prochaine, en théorie, sur le papier, on passe en libre. Pour passer en libre, il y a plusieurs cases à cocher. Il faut avoir validé les couleurs du passeport danse, il faut l'accord du coach évidemment, il faut avoir fait 10 compétitions en 2 ans et les critériums 2 fois. J'ai fait mes 10 compétitions, j'ai l'accord de mon coach, j'ai validé, vu que j'ai l'accord de mon coach, les couleurs du passeport danse et j'ai fait mes critériums l'année dernière. Cette année, je dois faire les critériums pour passer en libre. Problème, il est blessé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc on va trouver un moyen. Soit on y va et on fait bonjour, on est sur piste, vous nous voyez. Soit on n'y va pas, on envoie un certificat, on envoie une lettre du médecin qui dit qu'on peut pas danser et on se fait disqualifier en espérant que ça passe et qu'on puisse passer. Je sais pas trop, je veux pas m'avancer. Si on les fait, on passe en libre l'année prochaine à partir de la rentrée, donc septembre. Si on les fait pas, advienne que pourra. Dans le meilleur des mondes, on fait les critériums, on passe en libre l'année prochaine. Il faut qu'on monte toutes nos chorégraphies de libre. Que ce soit monter de A à Z ou que ce soit prendre nos chorégraphies actuelles et les modifier, il faut quand même le faire. C'est un travail conséquent, sachant qu'on fait les 10 danses et qu'on a du coup 10 chorégraphies à faire. En gros, mon objectif de sortie, ce serait soit Ponto Combo si vraiment on charbonne, donc en novembre, ça fait un peu juste, sachant que je suis pas là cet été, soit peut-être Melun en janvier, histoire de commencer avec une toute petite compétition chill pour tester nos chorégraphies, se remettre dans le bain, etc. Ou alors, on vise grand, on fait le LFO à Lyon en février, advienne que pourra, tatati tatata. Et si on ne peut pas passer en libre, et ben notre prochaine compétition, ce sera la première de l'année, donc soit Damartin-Anguel en octobre, ou Ponto Combo en novembre, comme d'habitude, parce que vous le savez maintenant, c'est ma compétition de cœur. Question suivante, est-ce que je sais faire un ATR? Non. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que la danse sportive est plus difficile pour les hommes ou pour les femmes? Il n'y a pas de niveau de difficulté. Grosso modo, on apprend les mêmes pas, au début en tout cas. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes attentes pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, on va demander d'être plutôt féminine, plutôt enjouée, des mouvements dans le corps, etc. Et pour les hommes, on va demander d'être viril, d'être masculin, d'avoir des mouvements grands, de bien présenter sa danseuse, de donner la bonne dose de connexion, de bien guider, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes choses. Tu peux pas me demander d'être viril et de savoir guider, mais tu peux pas demander à mon partenaire d'être féminine. Donc c'est pas plus difficile pour l'un ou pour l'autre, c'est juste des niveaux de difficulté différents selon les personnes. Par exemple, je n'ai pas de mal à être féminine et à être sensuelle, j'ai un peu plus de mal à tourner, on va dire. J'ai vraiment du mal, genre je sais pas tourner. Alors que mon partenaire, il y arrive. Et lui, il a archi pas du mal dans la musicalité, il est trop fort. Limite, je me mettrais des bouchons d'oreille, j'arriverais à danser quand même. Mais il a un peu plus de mal dans les impacts. Les impacts et l'énergie. Donc vous voyez, c'est vraiment des niveaux de difficulté différents, et en plus ça dépend de la personne. Je trouve que c'est plus simple pour les hommes. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où la fille a fait 15 tours, et le mec il est juste là en mode... Et moi je vois ça, et je fais... Ok, d'accord. Je vois ce qui m'attend l'année prochaine, c'est sympa. On m'a aussi demandé comment trouver un partenaire. Alors c'est très marrant parce que je connais la personne qui a posé cette question. Bon courage. En gros, pour trouver un partenaire, on peut passer par son coach, on peut passer par le bouche à oreille, on peut passer par Instagram, ou alors il y a un site en France qui existe qui s'appelle Recherche Partenaire de Danse. C'est pour tous les styles, donc il y a vraiment de tout. Tous les âges, tous les styles de danse, tous les niveaux, etc. C'est quand même assez pratique parce que ça permet à côté de chez soi de trouver un partenaire. C'est pas facile de trouver un partenaire. Là par exemple, j'ai une amie qui est en adulte avancé, donc en libre. Si elle n'a pas de partenaire, il n'y a pas énormément d'hommes tout seuls en adulte avancé, ils ont tous une partenaire. Surtout qu'à un moment, si tu veux progresser, si tu veux vraiment monter en niveau et grimper dans les échelons, il faut rester avec ta partenaire, travailler ensemble, être vraiment en symbiose, être vraiment connecté, bien connaître l'autre et progresser ensemble. Donc il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, malheureusement. J'aimerais beaucoup vous dire il suffit d'aller à Carrefour, mais le rayon partenaire n'est pas encore ouvert. Et on m'a demandé aussi la différence entre un bon et un mauvais partenaire. Alors ça, j'en ai des exemples, parce que
j'ai eu 3 partenaires différents, donc je peux vous dire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais partenaire d'ailleurs. Ça dépend de la personne, ça dépend de soi. Ça dépend de comment ça match. Par exemple, avec mon ancien partenaire, on ne s'entendait pas vraiment, ça matchait pas. Et il s'est trouvé une partenaire avec qui ça matchait hyper bien. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. Pour moi, ce qui fait un bon partenariat, et pas un bon partenaire, ça va être la communication, mais ça c'est dans toute relation. La symbiose avec le couple, l'entente, la compréhension de l'autre, ne serait-ce que de l'emploi du temps déjà. Faut comprendre. Hein. Après, faut savoir communiquer, faut savoir dire les choses. Faut surtout pas hésiter à dire à son partenaire, écoute là, je me suis mal sentie dans la danse. J'ai pas réussi à faire mon mouvement parce que j'ai pas l'impression que tu m'as donné assez de connexion, sans pour autant attaquer l'autre. Il faut dire, est-ce que tu pourrais essayer de me donner plus de connexion à cet endroit-là? On réessaye. Ok, là, ça a mieux fonctionné. Est-ce que tu pourrais faire ça plus régulièrement pour que je me sente mieux? Je trouve que l'entente aussi, c'est hyper important parce que j'aime être amie avec mes partenaires avant d'être leur partenaire. Ça facilite tellement les choses parce que du coup, déjà, c'est plus facile de communiquer. Bon, après, il n'y a pas besoin de s'entendre hyper bien avec son partenaire, juste être pote. Mais c'est ça que j'ai toujours apprécié avec mes partenaires, c'est que j'ai réussi dans la plupart des cas à créer une connexion avec eux, une connexion amicale, et c'était trop bien parce qu'on s'entendait bien. Ensuite, je pense que c'est nécessaire d'avoir les mêmes attentes. Pas forcément les mêmes objectifs, même si ça aide. C'est vrai que si on veut tous les deux être champions du monde, bah là au moins on sait, le but il est clair. Mais si lui son objectif c'est de progresser, de s'amuser en compétition, et moi mon objectif c'est de progresser évidemment, participer au championnat de France, on a tous les deux pour but d'atteindre un niveau technique assez haut. Et encore une fois, ça se discute, évidemment, les objectifs, les attentes, etc. J'en ai eu la preuve parce qu'on a rediscuté avec mon partenaire de l'année prochaine de comment est-ce que ça allait se passer. Est-ce qu'on augmentait nos durées de cours? Est-ce qu'on passait de 1 heure à 1h30 ou 2 heures? Et je lui ai dit, écoute, pour construire les chorégraphies, j'aimerais beaucoup demander à tel coach pour les standards, tel coach pour les latines, ou l'inverse, etc. Et on en a parlé. Il m'a apporté son point de vue. Et c'est vrai qu'en fait, en discutant, on a réussi à trouver le compromis parfait. Donc je m'égare encore beaucoup trop sur cette question, ça va être très long le montage. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais partenaires. Il y a des mauvais partenaires, ceux qui pensent qu'ils savent tout et qui disent « oui, toi t'es nul, je t'apprends tout ». On est au même niveau, Coco. Il n'y a pas de « je suis meilleur que toi, je t'apprends tout ». Ça, c'est des mauvais partenaires. Voilà. Ça conclut la question. Il n'y a pas de bon ou de mauvais partenaire d'ailleurs, ça dépend de comment ça match. Ensuite, on m'a demandé quelle est la différence entre un cha-cha et une samba. J'ai du mal avec la musique et avec les chorégraphies. Je comprends, parce que pendant très longtemps, moi c'était pareil. Si tu me coupais la musique, j'arrivais pas à savoir si c'était un cha-cha ou une samba. Pour répondre très rapidement, parce que je ferai une vidéo entièrement dédiée sur le sujet, différence latine standard, différence valse génoise, quick step, que ce soit la musique, les pas, etc. différents. Je ferai une vidéo sur le sujet avec des exemples de vidéos, avec des exemples de musique, etc. Mais en gros, différence cha-cha samba, le rythme, le bounce qu'il y a en samba, qu'il n'y a pas en cha-cha. Les jambes, elles sont souvent déverrouillées en samba et bien tendues en cha-cha. Les pas de base, tout simplement, qui ne se ressemblent pas du tout. On a le whisk en samba, on a le pas de base en cha-cha, il n'a pas de nom. En tout cas, si tu prends une chorégraphie et que tu coupes le son, si tu veux repérer si c'est de la samba ou du cha-cha ou même de la rumba, même s'il y a la vitesse qui change, regarde les pas. Il y a des pas spécifiques en samba que tu retrouveras pas du tout en cha-cha, notamment je pense aux promenades, je pense au karaoke run, je pense au whisk qui est le pas de base, où tu le vois, tu sais que c'est de la samba. Et pareil en cha-cha, il y a des lockstep, il y a des cuban break, il y a des fans, etc. Je ferai une vidéo entièrement dédiée sur le sujet parce que c'est un sujet hyper intéressant et j'ai beaucoup eu cette question de comment différencier les danses, comment est-ce qu'on compte la musique, c'est quoi la différence entre la musique de valse et valse viennoise, etc. Ensuite, on m'a demandé de parler du maquillage. Le maquillage, quel vaste sujet. J'avais fait une vidéo il y a un an et demi, sur mon maquillage de compétition. Je vous la mets juste ici. J'avais tout simplement reproduit mon maquillage avec vous. On avait fait un petit chit-chat make-up. J'ai appris toute seule. J'ai appris sur YouTube. J'ai appris en faisant, en refaisant. Mes premiers maquillages de compétition ressemblaient à ça. C'était pas moche. J'avais eu un cours. Il y avait une compétitrice qui avait envoyé un message sur le groupe WhatsApp du club en disant « Écoutez, si vous voulez, venez, je vous donne un petit cours de maquillage. » Donc c'est comme ça que j'ai eu mes premières bases, on va dire. Ou en tout cas, les premières clés pour savoir, en danse, on veut un regard étiré, on veut un regard de biche, un regard noir. C'est un maquillage de scène, donc il faut que ça se voit de loin. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu mes premières clés. Sinon, bah, c'est de l'entraînement. C'est aussi de l'inspiration sur les autres. Donc je vais beaucoup sur Instagram. Soit je regarde les danseuses que je suis quand elles vont en compétition, ce qu'elles font. Sinon, les comptes de coiffure et de maquillage qui, en général, postent leur maquillage. Ça, c'est trop bien.
Pareil pour la coiffure, si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez sur les comptes Insta, c'est trop bien. Et après, il faut faire et refaire. Et sinon pour les marques, moi je recommande NYX. Comme je vous le disais dans ma vidéo Chit Chat Makeup, je n'utilise quasiment que ça. Ça sert à rien d'acheter du maquillage à 500 €. NYX, ça fait très bien l'affaire, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est incroyable, ça tient très bien dans la journée et ça tient aussi sur le long terme. Je veux dire, il y a des produits, ça fait 2 ans que je les ai. Après pour tout ce qui est crayon, fond de teint, etc. Make Up Forever, Carrefour. Je crois qu'il y a des crayons Maybelline à genre 5 €. Trop bien, pas besoin que ce soit très cher. On va aussi un petit peu parler du tan. On m'a demandé d'expliquer un petit peu les produits que j'utilisais, l'application, est-ce que je le faisais la veille, le jour J, etc. J'avais aussi fait une vidéo sur ce sujet. J'avais expliqué qu'à l'époque j'utilisais de la DHA. La DHA, pour faire simple, c'est un composé chimique, une petite poudre blanche qui, mélangée à de la crème hydratante, auto-bronze le corps. Donc tu l'appliques et quelques heures plus tard, t'es bronzé. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je vous invite à aller voir la vidéo tout simplement parce que j'explique comment le préparer, comment l'appliquer, combien de temps avant la compétition, quels sont les avantages et les inconvénients, je monte un avant-après, etc. Donc pour la DHA, la vidéo est toute prête. C'est toujours d'actualité. Si je devais refaire du DHA là maintenant, je re-regarderai ma vidéo parce que j'ai oublié comment on fait. Pour ce qui est du tan, donc de la peinture qu'on va se mettre sur le corps comme ça soi-même, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il me semble que j'en avais aussi parlé dans ma vidéo très rapidement, mais actuellement j'utilise le Tan Aerijo Tanning Makeup. Il est trop bien parce qu'il est foncé, il y a des paillettes dedans, il rend trop bien, c'est doré, c'est incroyable. Sinon en marque on a Aerijo, la DHA sur Aromazone, Starbody. Il y a aussi un tan que j'avais vu dans ma salle de danse qui s'appelle Lella Milano. Je connais pas du tout, pourquoi pas tester. Vous avez juste à aller en compétition sur les stands de beauté, que ce soit coiffure, maquillage ou accessoires, et en général vous allez en trouver. Sinon vous pouvez aller à Duo Style ou sur le site de BD Dance France. Personnellement, je fais ça la veille des compétitions parce que le jour J, le matin, je me lève déjà suffisamment tôt comme ça. J'ai pas envie d'avoir en plus à me tanner, à me coiffer, à me maquiller, à me préparer et à partir. Je prends une douche et je me tanne ensuite. En général, je me coiffe aussi, mais ça dépend vraiment des compétitions, si je suis avec ma mère qui peut me coiffer, etc. Et je me maquille le matin. Et je fais des retouches dans la journée aussi, si jamais je vois que... Parce que souvent, en général, ça s'en va au niveau des aisselles, au niveau des pieds, au niveau des mains et au niveau des plis, donc le coude, les genoux, etc. Donc je fais des petites retouches. Voilà, j'ai pas d'autres tips à vous donner, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Faut trouver le tan qui nous convient parce que ça dépend de la teinte qu'on veut, ça dépend de la teinte qu'on est aussi. Moi je suis très bronzée comme vous pouvez le voir. Je sais qu'aussi il y a une danseuse que j'apprécie beaucoup qui m'a dit qu'elle passait 1 heure à se tanner. Elle met 2 couches de tan, ensuite je crois qu'elle met un autre tan d'une autre marque, peut-être plus foncé ou peut-être plus doré ou quoi, et qu'après elle met une poudre. 1 heure! Mais voilà, donc il y a aussi des poudres qui peuvent donner un effet beaucoup plus doré. Donc c'est-à-dire vous allez être marron avec le tan et vous allez avoir des reflets dorés parce que vous aurez appliqué la poudre sur vous. Je crois que la poudre elle s'appelle Crayolan, si je dis pas de bêtises. Je récupère à la main pour vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous parler. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait une FAQ. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. C'est pas parce que la FAQ elle est terminée que je réponds plus. Vous les mettez en commentaire. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Je réponds toujours. J'adore vos questions. J'adore vos commentaires. Je lis tout. Je réponds à tout. Juste pour que vous soyez au courant, les prochaines vidéos que je compte sortir, ça va être un haul. Donc mes tenues d'entraînement, mes tenues de compétition, où est-ce que je les ai eues, comment je les ai eues, combien je les ai payées, machin bidule, mes chaussures, mes accessoires, le maquillage, tout. Un vrai haul d'une imposée avant de passer en libre. Comme ça je ferai un haul quand je serai en libre. À part les robes, il n'y a pas grand chose qui va changer en vrai. Et une vidéo aussi sur les danses, comme je vous disais tout à l'heure, la différence entre chaque danse, la musique. Aussi pour que vous sachiez différencier ne serait-ce que les chaussures de latine et de standard qui ne sont pas les mêmes, les robes, etc. J'ai encore des amis, notamment quand on regarde des danses avec les stars, qui me disaient « Mais attends, ça c'est une danse latine ou standard du coup ?» Je lui disais « Ok, tu regardes le cadre, tu regardes la robe, tu regardes les chaussures, et est-ce qu'ils se lâchent ou non, et tu sais si c'est des latines ou des standards. » Bref, j'arrête. Je vous ferai une vidéo complètement dédiée au sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, je vous fais de gros bisous. Je suis ravie d'avoir passé ces petits instants avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je vous ai mis en épinglé et en barre d'infos et à me suivre tout simplement sur Instagram. Je suis un peu plus active que sur YouTube. Bisous!